Mesdames et messieurs, vous avez fait les bons choix en suivant Rupture Télévision pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal. Dans le cadre de sa mission d'itinérance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 29 juillet 2026 à Kamina, le chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Accueilli par une foule enthousiaste, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'usine de captage et de traitement d'eau d'Elovoy, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville. Suivez. Cette infrastructure, fruit de contrats sino-congolais, affiche une capacité de production journalière de 7000 mètres au cube. Elle desservira désormais la population de Kamina centrale ainsi que la base militaire privée d'eau potable depuis plus d'un demi-siècle à la suite de l'arrêt des activités de Sadelmi. L'événement marque une avancée majeure dans l'amélioration des conditions de vie des habitants et dans le renforcement de capacités logistiques de la garnison militaire. Au cours de cette journée, le président Tshisekedi doit également s'entretenir avec les autorités politico-administratives de la province et les commandants de la base militaire de Kamina, considérée comme une infrastructure stratégique pour la défense nationale. La mission présidentielle se poursuivra ensuite au centre agro-pastoral de Kanyama-Kassissé, autre étape clé de ses déplacements. Par cette visite, le chef de l'État entend réaffirmer sa volonté de rapprocher l'action publique des citoyens et de renforcer les infrastructures vitales dans les provinces. Kamina, longtemps privée d'eau potable, voit ainsi s'ouvrir une nouvelle page de son histoire. Sachez que la Cour constitutionnelle a validé, tout en émettant de réserves sur certains articles, la loi fixant les modalités d'organisation du référendum en RDC. Ce texte, initié par le député national Tony Mwaba, vise à combler le vide juridique entourant ce mécanisme. Le député Paul Gaspard Ngononkoyi s'est également distingué par ses arguments en faveur de la conformité de la loi. Suivez. On dira que la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo est conforme à la Constitution sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Usant de son pouvoir de régulation, la Cour dira que la loi sera publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que, pour son application, soit tenu compte des réserves formulées. À présent, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a passé en revue avec le haut commandement de la police nationale congolaise les effets des récentes mesures d'avancement en grade. La hiérarchie policière précise que ces régularisations concernent exclusivement des agents déjà en service et qualifiés, écartant toute intégration des civils au sein de l'institution. Propos recueillis par Déborah Mbombo. Nous nous sommes regroupés autour de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour évaluer les retombées des dernières nominations qu'il a faites au sein de la police. C'était l'occasion pour nous de lui présenter la satisfaction et le remerciement de l'ensemble des catégories D, C, D et E qui ont été promus parce que leur situation est demeurée inchangée pendant plus de 13 ans. Mais cette fois ici, la situation a été plus ou moins régularisée. Dans le lot de régularisation, de nombreux universitaires tels que médecins, juristes et autres ingénieurs sont demeurés pendant très longtemps sans grade. Il avait fallu, comme le veut les lois de la République, que ces personnes-là puissent revêtir un grade équivalent à celui de chef de bureau ou attaché de bureau de première classe, je crois. Et chez nous, ce grade-là, c'est le grade de commissaire adjoint. Or, le commissaire adjoint est un officier et le ministre de l'Intérieur ne peut que commissionner à ce grade, la nomination devant être faite par le président de la République. À cet effet, ces personnes ont été nommées sous-commissaire principal et commissionné commissaire adjoint par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ceci pour respecter les prescrits des lois, les prescrits des statuts de la police.
Le gouvernement congolais a réagi mardi 28 juillet 2026 à l'ultimatum lancé par la coalition d'opposition C64 exigeant la tenue d'un dialogue national avant le 15 août. L'agenda du président de la République n'y répond pas à une quelconque forme d'ultimatum, a affirmé Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, propos recueillis par Marceline Boukassa. Écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc, je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal. Il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel, un front contre l'agression rwandaise, et nous cheminons vers là à travers l'initiative du dialogue voulue par les présidents de la République. Et le gouvernement congolais annonce la signature par les FDLR d'un protocole portant sur le désarmement, la démobilisation et les cantonnements dans le cadre d'un processus de sensibilisation. Une avancée présentée comme un signal encourageant pour la stabilité régionale détaillée par le ministre de l'Intégration régionale, Floribert Anzuloni. Sujet que nous allons aborder. Comme vous le savez tous, le 4 décembre dernier, la République démocratique du Congo a signé un accord de paix à Washington sous la facilitation des États-Unis, du président américain, avec le Rwanda, accord de paix auquel était adossé un certain nombre d'engagements des deux parties, et ces engagements se retrouvent en partie dans ce que vous connaissez probablement, le CONOPS, le concept opérationnel qui reprend l'opérationnalisation des différentes étapes. Alors, dans le cadre de ce CONOPS et de ces engagements, la RDC s'est engagée, le Rwanda s'est engagé tout d'abord à retirer ses troupes de la RDC, à quitter le territoire congolais. C'est ce qu'ils ont appelé la levée des mesures défensives. Et la RDC s'est engagée à neutraliser le mouvement rwandais, rebelle rwandais FDLR. Par neutralisation, nous entendons réduire ce que le Rwanda qualifie de menace, la menace que représenteraient les FDLR vis-à-vis du Rwanda. Et donc aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer, c'est la raison de notre briefing, de vous annoncer qu'il y a eu une évolution importante dans ce sens-là. Les FDLR, après un long processus, donc, comme l'a dit mon collègue, viennent de signer un protocole de démilitarisation, démobilisation et de cantonnement. Alors, permettez que je revienne brièvement sur l'historique des FDLR, parce que ça va nous permettre de comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Les FDLR, c'est un mouvement rwandais, un mouvement rebelle rwandais, qui est issu des groupes finalement de populations rwandaises qui sont venues, qui se sont réfugiées en RDC depuis 1994 et le génocide au Rwanda, lorsque des centaines de milliers de Rwandais s'étaient réfugiés à l'est de la RDC. Sans revenir dans les détails, le FDLR est donc l'un des groupes qui est né de cette, on va dire, de cet exil, de cet exode des populations rwandaises à la suite de ce génocide. Retenez que la plateforme de confession religieuse a organisé mardi 28 juillet à Kinshasa une matinée d'information réunissant le cadre ecclésiastique. Dans son intervention, l'archevêque Évariste Ejibaya Mapia a placé au centre des échanges la nécessité de renforcer la cohésion nationale, inscrivant ces dialogues dans une dynamique inclusive et apaisée. Suivez. À la classe politique,
majorité, opposition, société civile, dépouillez-vous des calculs égoïstes et des intérêts partisans. Accordez au peuple congolais le cadeau du dialogue franc, de la réconciliation nationale, qui est la clé pour la souveraineté et la renaissance économique de la RDC. C'est là que nous ne pouvons pas manquer de dire que au comité de suivi interconfessionnel, nous l'appelons et nous donnons mandat formellement de ce jour, une commission mixte interconfessionnelle chargée de formaliser une feuille de route opérationnelle de l'initiative de paix et d'entamer des consultations directes auprès de toutes les parties prenantes. Prenez toute votre place dans ce processus. Refusez d'être les bras armés de la violence ou les instruments du discours de haine. Constituez des comités locaux de paix et de vigilance citoyenne. Votre dynamisme et votre exigence d'avenir doivent irriguer les travaux du dialogue national. Aux serviteurs de Dieu et leaders religieux, transformez nos lieux de culte en véritable école du pardon, de vérité et de l'unité. Restez debout, inflexibles sur les principes moraux, au-dessus des partis politiques. Continuez à être le rempart infranchissable contre la désintégration du tissu social. À Mbakana, les activités reprennent sur le plateau de Bateki. Le ministre Eliezer Ntambwe annonce l'organisation prochaine d'un forum de paix réunissant les communautés Teke et Yaka avec pour objectif de consolider la réconciliation, restaurer la confiance et favoriser un retour durable à la stabilité. Suivez ces propos recueillis. Tolobi Tata Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Tata ya ekolo na biso apesaki biso mukumba ya kotravailler sur question ya mobondo eza bote. Na sima ya 4 ans Mokonzi Mboka atalaki alobi tosokipe na likambo yango. Nde toyebisaki bino ke kimia ekotaka malembe eza bote. Depuis que tolekaki kimia ekoti te. Toza na responsable ya fondation ANS parce que tozokende malembe pamba te fondation wana bakomaki na porte ya kolongwa parce que pona bango soki kimia eza te moyen bakontinue na misala eza te. Yango bomoni tozokita sur terrain biso en tant que l'État toza na mosala te ya koencourager babandi oyo alingi kotosa l'État akobima na malheur eza boye te. Oyo akobima na malembe te l'État akobimisa ye na maka eza boye te. Aske mutu alonga l'État azalaka. Avant de boucler complètement ce journal, à présent, rendons-nous dans la province du Kwango, sur la route nationale numéro 1, où un grave accident de circulation s'est produit mardi 28 juillet au village des Mbongi, près du secteur des Bukangalonzo. Le drame impliquant un bus de la société Arche de Noé et une voiture de marque Toyota dite Ketch a coûté la vie à 7 personnes. Suivez. Selon les premières informations recueillies sur place, le bus en provenance de Kinshasa et à destination de Kikwit aurait tenté d'éviter 2 importants nids des poules sur la chaussée. Dans cette manœuvre, il est entré en collision avec une Toyota venant de Kenge et se dirigeant vers Kinshasa. Le bilan provisoire fait état de 7 morts, tous
passagers du véhicule léger, y compris son conducteur. Les passagers du bus ont subi des dégâts matériels, mais aucun décès n'a été enregistré. La Toyota, quant à elle, a été complètement détruite. Les autorités provinciales ont pris des dispositions pour la prise en charge des victimes. Les dépouilles ont été transférés à la morgue d'Ekingé en attendant les formalités d'usage. Voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Rupture Télévision. Restez connectés, l'actualité continue avec nous. Au revoir.